Alors, je suis Olivier Pirat, je suis le délégué départemental du Parti chrétien-démocrate du Rhône. Je suis heureux de vous retrouver pour cette troisième conférence repère que nous organisons avec Marc-Yvan Tessier, qui se trouve ici, qui est le président de la délégation et l'ensemble des membres du bureau. Donc, je remercie toutes les personnes qui se sont investies dans l'organisation de cette conférence. Je remercie également Monseigneur Battu qui nous fait l'honneur de sa présence. Merci. Et je voulais également remercier tous les élus qui se rendent disponibles. Il n'est pas toujours facile de concilier vie de famille, vie professionnelle, mandat électif. Alors quand il y a en plus des conférences en soirée, ça fait beaucoup. Donc voilà, donc je remercie Marc Dubief qui est élu PCD à Bron, qui se cache au fond de la salle. Nous avons également Agnès Gardon qui est élue à Écully. Marc-Yvan Tessier qui est élu à Bourg, et puis j'en oublie certainement. Donc voilà, merci de votre présence. Je voulais un petit peu quand même introduire la conférence de ce soir. Je ne vais pas vous faire un topo sur ce qu'est le PCD, parce que ce n'est pas vraiment le lieu. Je vous invite à prendre au fond de la salle ce petit document, le PCD en 8 questions. Par contre, je voulais quand même vous donner quelques clés de compréhension, vous permettant de voir dans quel esprit on organise ces conférences. Donc le PCD, Parti chrétien-démocrate, est un parti aconfessionnel. En clair, il y a des adhérents qui sont chrétiens, d'autres qui ne le sont pas, qui sont juifs, musulmans, athées, etc. Ce qui nous unit, c'est un ensemble de valeurs très fortes qui sont issues de la tradition judéo-chrétienne, qui ont façonné notre pays pendant des siècles et qui continuent de le structurer en profondeur. S'il fallait résumer le programme du PCD en une seule phrase, c'est peu ou prou la doctrine sociale de l'Église. Le slogan qu'on récupère volontiers, c'est remettre l'homme, la personne humaine, au cœur de toutes les décisions politiques. Donc c'est un vaste chantier. Nous sommes persuadés au Parti chrétien-démocrate que c'est un programme qui est d'une brûlante actualité et que sans ce programme, nous serons difficilement à même de mener les combats que notre société doit mener actuellement. Donc nous avons un programme qui est d'une grande richesse, on voulait en faire la promotion et en même temps l'approfondir, d'où l'objet de ces conférences repères. On a voulu également libérer la parole sur certains sujets qui sont clairement tabous dans notre société, voire traités superficiellement. Inutile de vous dire que le sujet qu'on va traiter ce soir en fait partie. Voilà. Et du coup, pour les approfondir au Parti chrétien-démocrate, on a une approche qui se base sur deux piliers, j'ai envie de dire. Les deux piliers sont indissociables. Il y a la vérité et la bienveillance. La vérité, parce que si on veut construire une société stable et durable, on ne peut vraiment pas faire ça sur le mensonge, c'est une évidence. Et la bienveillance, parce que pour porter ce message de vérité, il faut la bienveillance pour que le message puisse être reçu, qu'il soit audible, accessible à autrui. Donc nous avons vraiment ces deux facettes. Ça tombe vraiment bien parce que notre intervenante ce soir cultive ces deux facettes, il suffit de voir le titre de ses livres. Et donc nous sommes clairement dans cet axe-là quand nous organisons cette conférence ce soir sur le thème de l'homophobie, plus généralement du coup sur le sujet de l'homosexualité. Ce sont des sujets qui sont complexes et sensibles car ils touchent à l'intime de la personne humaine, son vécu, à ses blessures, avec tout ce que cela peut comporter parfois d'irrationnel. Et c'est pourquoi je remercie vraiment Philippe Arignot de nous aider ce soir à creuser ces sujets en étant, comme je vous le dis, à la fois dans la vérité et dans la bienveillance et le respect des personnes. Donc Philippe Arignot a 34 ans, il est professeur d'espagnol. Certains de vous le connaissent certainement déjà bien. Il a écrit plusieurs livres sur le sujet de l'homosexualité, notamment L'homosexualité en vérité et son dernier livre L'homophobie en vérité, qui pourra d'ailleurs vous dédicacer à la fin si ça vous intéresse. Il anime également un blog qui s'appelle L'Araignée du désert. Je ne sais pas comment il fait pour trouver le temps de tout faire, mais il y arrive. Il fait pas, bon, il y arrive. Voilà. Je te laisserai te présenter plus en détail si tu le veux. Juste d'un point de vue purement pratique, on va écouter Philippe Arignot jusqu'à 20h30 à peu près, 20h15, 20h30. À sa demande, nous gardons un long temps de questions-réponses et nous vous proposons pour l'optimiser d'utiliser des papiers qu'on vous proposera. En clair, on va récupérer les questions par écrit. Donc il y a Agnès qui est au premier rang qui pourra vous en distribuer, et puis il y a également Alain qui est... c'est Christian finalement qui s'y colle. Qui est au fond. Donc voilà, donc ils circuleront pendant la conférence. Si vous voulez poser vos questions, n'hésitez pas. Ils les récupéreront, puis ils pourront les regrouper par catégorie, par thème. N'hésitez pas.
Et puis après ce temps de questions-réponses, on vous proposera de partager un petit verre avant de clôturer notre conférence à 22 h. Il faut qu'on vide la salle à ce moment-là. Voilà, bah, écoutez, merci et puis bonne conférence. Merci beaucoup de m'accueillir une nouvelle fois à Lyon. C'est vrai que là, je vais plutôt parler de l'homophobie, mais pour ceux qui veulent creuser sur l'homosexualité, vous pourrez aller voir sur mon blog L'araignée du désert, il y a pas mal de choses. Et puis je prépare un troisième livre sur l'hétérosexualité et les bobos, donc les bourgeois bohèmes, puisque en fait on est dans un climat social et mondial qui favorise toutes les lois pro-homosexualité, et ce terreau-là, c'est pas le lobby LGBT qui le crée, c'est notre monde qui banalise la différence des sexes, et puis qui banalise la différence entre créateurs et créatures. Donc si le lobby LGBT, comme on l'appelle, a autant de puissance, c'est parce qu'en fait il est soutenu par un monde qui définit l'humanité selon la tendance sexuelle, donc selon l'hétérosexualité et l'homosexualité. Donc ce sera mon troisième livre qui promet de dépoter, parce que non, mais parce que voilà, c'est ce qu'on voit dans les films, c'est ce qu'on voit quand on allume la radio et dans les chansons. En fait, ce monde qui veut être anticonformiste et qui au final est très conformiste, et qui nous formate pour que on s'éloigne de ce que l'on est profondément. Alors, donc ce soir, homophobie. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter, mais j'ai eu pas mal d'attaques. Et de toute façon, j'ai pas mal d'attaques. Parce que ceux qui se disent contre l'homophobie sont d'une homophobie incroyable. Ils ne veulent pas entendre parler du sujet. Et dès que quelqu'un commence à mettre des mots sur ce qu'il y a derrière l'homophobie, eh bien on le prend pour un malade, on le présente comme un pervers. Donc tout le registre psychiatrique, je l'ai eu pour ce soir. Donc je me suis dit, bon, je pense que ça va se passer bien, parce que déjà si je suis attaqué, je pourrais toujours dire ouais, t'es homophobe là. mais il y a une violence derrière ce mot-là, parce que vous avez vu avec le mariage pour tous l'année dernière, c'est un peu le prétexte, l'homophobie, qui a été invoqué pour qu'il n'y ait pas de débat. Donc il y a une grande frustration pour ceux qui ont été taxés d'homophobes, et il y a une grande agressivité chez ceux qui taxent d'homophobie. Voilà, c'est un sujet dont on ne parle pas, mais on dit le mot pour empêcher tout débat sur ce qu'il y a derrière, quoi, sur la réalité qu'il y a derrière. Donc l'homophobie n'est pas qu'une insulte. Actuellement, qu'est-ce qu'on en a fait et qu'est-ce qu'en ont fait les mass médias? Pour eux, l'homophobie, donc, c'est toute opposition qui est faite à une personne homosexuelle ou à une loi qui passe au nom des personnes homosexuelles. Et puis, l'homophobie, donc c'est aussi tout lien qui est fait entre homosexualité et souffrance ou violence. Donc dès qu'on donne une image négative de l'homosexualité, on est homophobe. C'est comme ça que l'homophobie est entendue. Donc évidemment, ça empêche vraiment de voir ce qu'est l'homophobie, c'est-à-dire que l'homophobie, ce n'est pas simplement toute opposition à un désir exprimé par une personne homosexuelle. C'est pas parce qu'on se sent homosexuel que tous nos désirs doivent avoir droit de cité et qu'on peut pas non plus se planter, hein. Et puis c'est pas parce qu'on est homosexuel que tout va bien, que tout est rose et qu'on ne souffre pas. Même au contraire, plus on nie l'aspect souffrance, plus quelque part on engage les personnes à rentrer dans le jeu de leur souffrance. La couverture de mon livre, je me suis photographié avec une arme. J'ai eu beaucoup de questions. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas ce qu'est l'homophobie. Ils n'associent pas ça au meurtre, au suicide, aux insultes, aux attaques. Donc
on est encore dans l'idée que l'homophobie c'est juste une insulte et c'est juste une opposition à l'homosexualité, alors que j'explique que l'homophobie c'est deux choses. C'est l'identité homosexuelle et c'est la pratique homosexuelle. Pourquoi l'identité homosexuelle? Parce que c'est hyper violent de se réduire à sa tendance sexuelle, à ses fantasmes, à ses pulsions, aux personnes qui nous attirent sexuellement, à ce qu'on fait au lit. On est des êtres humains. On n'est pas des vagins sur pattes ou des bites sur pattes. Et le terme homosexuel et le terme hétérosexuel sont extrêmement déjà réducteurs et extrêmement violents parce que on ne considère plus les êtres humains selon leur sexuation femme-homme, mais on ne les envisage que selon leur génitalité, leur pratique sexuelle, leur fantasme. Donc en fait, on nous prend pour des animaux. Alors, on ne le voit pas parce que c'est plein de bonnes intentions, hein, mais on glisse des droits de l'homme vers le droit des homos et des hétéros. Et on ne parle plus de l'homme ou de la femme, d'ailleurs on n'y croit plus. On croit que c'est des constructions culturelles et même des rôles qui ont été créés par les hommes pour dominer les femmes. Donc la différence des sexes n'est plus reconnue, et encore moins reconnue comme une réalité d'amour et d'existence. Puisqu'on nous dit, ben voilà, la différence des sexes, qu'elle soit là, qu'elle soit pas là, ça ne nous empêche pas d'être père et d'avoir des enfants, et puis ça ne nous empêche pas d'aimer. Alors que la différence des sexes, c'est la meilleure condition pour exister, et c'est la meilleure condition pour aimer. Qu'on soit après en couple marié ou qu'on soit célibataire consacré. Et donc, déjà, la première homophobie, donc la violence qui est faite aux personnes homosexuelles, c'est déjà de les réduire à leur tendance sexuelle. Et puis la deuxième homophobie, c'est, comme je le disais, c'est la pratique homosexuelle. Pourquoi? Parce que l'acte homosexuel rejette la différence des sexes. Il expulse la différence des sexes, dont on est tous issus, même les personnes homosexuelles. Donc à chaque fois que l'acte homosexuel se pose, se rejoue cette discrimination de la différence des sexes, cette expulsion, et donc ça revient en boomerang sur les personnes homosexuelles elles-mêmes. Ça va? Alors, ça c'est en théorie. Je vous explique ça de manière très théorique. Mais dans les faits, cette expulsion de la différence des sexes qui finalement aboutit à une expulsion de la personne homosexuelle elle-même et à l'être humain en général, ça a des implications concrètes. Puisque quand on rejette la différence des sexes, donc on se rejette soi, puisqu'on est tous nés de la différence des sexes et on est tous sexués, on est homme ou femme. Et puis, quand on rejette la différence des sexes, ça se traduit concrètement par de la misogynie, donc du rejet des femmes, et de la misandrie, du rejet des hommes, des mecs. Ça se traduit aussi par le rejet de son identité de père ou de mère. Ça se traduit aussi par un rejet en général de l'autre, et en particulier de celui qui nous ressemble. Puisque homophobie, c'est un terme extrêmement bien choisi en fait, même si il est mal compris, mais c'est la phobie du même. Homo, ça veut dire même, ça ne veut pas dire homosexuel. Si vraiment on était juste, on devrait dire, si c'est la peur ou la haine des personnes homosexuelles, on devrait dire homosexualophobie. Mais homophobie, c'est la peur du même. Homo en grec, ça veut dire même. Donc c'est un terme extrêmement bien choisi. Parce que l'homosexualité, c'est vraiment ça, c'est vraiment la peur et la haine de soi. Et puis qui se traduit après par une agression, donc vers tous ceux qui nous ressemblent. Une agression envers nous-mêmes et envers ceux qui nous ressemblent. Et ce qui est très étonnant dans les cas d'homophobie, tous les cas d'homophobie que je connais, les agresseurs sont homosexuels.
On vous fait croire que non, que c'est extérieur à la pratique homosexuelle et à l'identité homosexuelle. Et tous les cas d'homophobie que je connais, moi, ce n'est pas des personnes qui sont bien dans leur sexualité. Les agresseurs sont tous soit bisexuels, soit homosexuels. Pas d'exception. Je n'ai pas d'exception. Et pourtant, je commence quand même à en connaître un sacré rayon sur les affaires et médiatiques et puis aussi intimes d'homophobie. Donc tous les cas de meurtre, les cas d'insultes, les cas d'attaque, de vol, de viol. En fait... Alors vous dites, ceux qui agressent les homosexuels ou les bisexuels, c'est des gens qui refoulent leur homosexualité et leur bisexualité. Alors, donc en fait, il y a cet aspect-là de refoulement de son homosexualité, mais ce refoulement peut prendre la forme de la fierté et de l'homosexualité assumée. C'est-à-dire qu'on connaît, communément, on admet que l'homophobie puisse venir d'une homosexualité refoulée. Mais ce qui n'est pas reconnu, c'est cette homophobie qui prend justement la forme de l'homosexualité assumée, qui est encore plus violente. Parce que beaucoup de personnes qui se présentent comme homosexuelles se disent qu'elles se sont complètement réconciliées avec elles-mêmes, que depuis leur coming out, depuis qu'elles sont en couple, depuis qu'elles sont même journalistes dans la presse homo, tout va bien, elles ne peuvent pas être homophobes. Et en fait, je montre que c'est pas seulement l'homophobie. L'homophobie n'est pas seulement l'homosexualité refoulée, elle est aussi cette homosexualité trop assumée et donc actée, identitaire ou actée. C'est-à-dire que, si vous regardez bien, dès qu'on commence à s'identifier, à se réduire à son homosexualité, à se présenter comme un homo fier de l'être, et en général agressivement fier de l'être, et puis qu'on commence à être dans une pratique, on ne supporte pas le milieu homosexuel, on se présente tous comme hors milieu. Je ne connais quasiment pas de personnes homosexuelles qui se reconnaissent dans le milieu, donc on se dit tous hors milieu. On ne supporte pas les mecs efféminés, on ne supporte pas les filles un peu trop masculines. Les personnes homosexuelles qui commencent à parler de notre homosexualité, à l'expliquer, on leur tire dessus. Les personnalités médiatisées, les seules lettres d'insultes qu'elles reçoivent, c'est des personnes homosexuelles, et elles me le disent, parce que maintenant je commence à les connaître, et moi je vois que les seuls qui m'empêchent de parler de l'homosexualité ou de l'homophobie, c'est des personnes homosexuelles. Et donc, derrière cette... on s'attache à croire que c'est que l'homosexualité refoulée, comme si le problème de l'homophobie ne viendrait que du fait qu'elle poserait problème. Ou du fait qu'on ne laisserait pas à la personne la possibilité de vivre son homosexualité. C'est ça qui ferait qu'en fait, elle serait malheureuse. Mais ça viendra pas, ce n'est pas du tout associé à la pratique homosexuelle, ni à l'identité homosexuelle. Alors que moi je dis que le malaise, il vient justement du fait de se réduire à son désir homosexuel, et puis après de rentrer dans une pratique. Parce que c'est une pratique, la pratique homosexuelle, qui repose sur une discrimination. Et pas n'importe laquelle. Discrimination de la différence des sexes dont on est tous issus, et qui cette discrimination remet en cause notre propre existence. Et aussi notre propre capacité à aimer, parce que l'amour, c'est l'accueil de la différence des sexes. Quand je dis ça, je fais même pas d'éloge du mariage ou de la procréation. Je fais un constat que je vois, c'est que c'est en accueillant la différence des sexes qu'on aime, qu'on s'accepte soi-même en tant qu'homme ou en tant que femme. Et puis, il n'y a pas d'amour sans l'accueil de la différence. La haine, c'est le rejet de la différence. Et donc là, on parle d'amour par rapport à l'acte homosexuel et au couple homosexuel. Moi, je demande à voir. Est-ce qu'on peut parler d'amour quand on rejette la différence des sexes? Je crois que non. Je crois que non. On peut parler d'amitié, parce qu'il y a des relations qui n'intègrent pas la différence des sexes, donc on est entre personnes de même sexe, mais il ne peut pas y avoir de sexualité sans la sexualité.
sans la différence des sexes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et le don entier de sa personne, donc c'est un don qui est aussi sexuel, il passe par l'accueil de la différence des sexes. Il n'y a que la différence des sexes qui peut nous combler pleinement. Donc vous parlez d'amour physique, mais d'amour dans le sens spirituel. Je parle des Juste, deux. on gardera peut-être les questions pour après, parce que volontairement, il a voulu un long temps de questions-réponses. Voilà, on vous laissera, on demandera à Agnès de circuler pour faire ça. Mais merci, hein, parce que c'est des vraies questions. Donc, donc oui, cet aspect-là de la violence de l'acte homosexuel n'est pas reconnu socialement. Mais elle est là. Elle est là. Rejeter la différence des sexes, ben, ça a des conséquences. Ça a des conséquences. Et c'est violent. C'est pas une petite différence. C'est celle qui nous fait exister et qui, quand elle est accueillie, nous permet d'aimer. Même si en soi, la différence des sexes, je le dis, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est-à-dire qu'il y a des couples qui intègrent la différence des sexes et c'est une cata. Donc, la différence des sexes devient le meilleur quand elle est couronnée par l'amour. Mais sinon, en soi, moi, je défends pas les couples femmes-hommes, non. Je défends que ceux qui savent accueillir la différence des sexes et honorer le trésor qu'ils ont dans les mains. Et qui les dépassent. Et voilà. Donc, sinon, si on défend la différence des sexes en soi, ou la procréation en soi, on est vraiment dans un discours très hétérosexuel, qui n'est pas souhaitable. Nous, on défend le couple femme-homme qui s'aime, et pas la différence des sexes en soi. Par rapport à l'homophobie, donc les cas concrets. Donc, qu'est-ce qui se passe dans les situations d'homophobie? Quand je vous disais que c'était les personnes homosexuelles qui s'attaquaient entre elles, j'ai jamais vu un homme bien dans ses baskets, bien dans sa sexualité, se sentir mis en danger par une personne homosexuelle. Ou une femme, bien dans sa sexualité, se sentir mise en danger par une femme lesbienne, au point de l'attaquer. En fait, l'agression homophobe a lieu dans le cas où l'agresseur ne supporte pas de voir chez sa victime refléter sa propre blessure de sexualité. Il ne supporte pas. Donc, il attaque. C'est, bon, pour les cas connus, par exemple, d'ailleurs, on observe, quand je vous dis que l'homosexualité, c'est l'acte homosexuel, c'est la pratique homosexuelle, tous les cas d'homophobie connus ont lieu dans des cadres amoureux ou prostitutifs. Et souvent, dans les cadres prostitutifs, le prostitué ne supporte pas de se reconnaître, de reconnaître qu'il prend du plaisir à ce qu'il fait. Et en général, il dit, ben voilà, je fais ça pour l'argent, mais je suis surtout pas... je fais ça parce que je crève la dalle, mais je fais pas ça par plaisir. Donc il ne veut pas du tout considérer cette part de son désir en face. Et Frédéric Mitterrand, dans La mauvaise vie, il parle bien de cette agression des gigolos ou des escort boys qui sentent qu'il y a un glissement, puisque c'est de l'ordre sexuel, il y a un glissement entre le boulot et puis l'identité ou le plaisir. Et Frédéric Mitterrand dit que c'est précisément quand on est trop gentil que là, ça réveille chez le prostitué des attitudes tout à fait inquiétantes et d'une violence incroyable. Et c'est, enfin voilà, quand on regarde... Il y a pas mal finalement d'auteurs connus qui se sont fait assassiner. Pasolini, par exemple, avec Pelosi, voilà, c'est un jeune qui l'a tué, qui a tué le réalisateur italien, parce que, en fait, il y a une espèce de miroir de désir, un miroir de violence, un miroir ou une pratique qui ne peut être faite qu'à deux, hein, et qui, tout d'un coup, cette pratique-là étant violente, elle engendre
un rejet qui peut faire loop, quoi, qui peut faire loop pour être encore plus violent. Dans des pays, par exemple, où l'homosexualité est absolument condamnée, il y a énormément de pratiques homosexuelles. Je suis allé au Liban, là je suis allé en Martinique aussi. Plus une société soit banalise complètement l'homosexualité et la justifie, soit au contraire la diabolise, plus il y a de la pratique. Et je vais aller en Côte d'Ivoire à la fin du mois, et je pense que je vais observer encore ce paradoxe. Plus on croit en l'homosexualité, en la diabolisant ou en la banalisant ou en la sacralisant, plus on la pratique. C'est assez étonnant. Et l'identité des agresseurs, il y a quelque chose qui est fascinant parce qu'il y a un paradoxe. Comment on peut comprendre que des personnes qui rejettent l'homosexualité la pratiquent? Il y a quand même un paradoxe, il y a une idolâtrie derrière. Dans des films, alors pour ceux qui s'intéressent, j'ai écrit un dictionnaire des codes homosexuels et il y a le code l'homosexuel homophobe. Donc tous les personnages de fiction qui sont super homophobes et puis finalement on découvre qu'ils font leur coming out ou qu'en fait ils sont en couple. Et puis après je parle de la réalité. Et ce paradoxe-là, il y a un paradoxe un peu du mal. Le mal, il fait le mal par amour. Et ça, c'est paradoxal. Il fait le mal par amour. Et on se retrouve donc avec des gens qui rejettent, qui dans une pratique amoureuse, se retrouvent en fait à faire le mal. C'est très paradoxal. Le nombre de gens moi, que j'ai entendu qui